j'espère quand même, à travers cet exposé, vous donner quelques idées sur notre vision au CNRS des big data. Donc c'est une vision plutôt interdisciplinaire. Donc on essaye de montrer que c'est une problématique qui ne concerne pas seulement les informaticiens, mais ça concerne également toutes les autres disciplines scientifiques. D'une part parce qu'elles produisent en quantité des données et elles les exploitent, et d'autre part aussi parce qu'elles produisent de la science. Et souvent, la sémantique des données, ce qui émerge des données, c'est les autres disciplines qui détiennent donc cette sémantique et la qualité de ce qui émerge de ces données. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer juste un peu d'où vient le big data, quelle est l'émergence du big data. Il y a quelques années, il y a un ensemble de bases de données qui ont été interconnectées sur Internet. C'est des gens qui mettaient librement leurs bases de données à disposition. Il y a des bases de données scientifiques, il y a des bases de données documentaires, culturelles. Et à partir de là, donc ce processus s'est continué. Et il y a de plus en plus de gens qui mettent leurs bases de données ouvertes, c'est l'open data. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'interconnexion entre ces différentes bases de données. Et ça, c'est une richesse considérable qui permet justement d'aller consulter ce réseau de sources d'informations, d'extraire des données non seulement des différentes sources, mais d'extraire également des données, des relations qui existent entre ces sources. Ça, c'est un processus qui se continue au niveau d'Internet, mais qui se reproduit un petit peu partout dans les données scientifiques qui m'intéressent personnellement, mais aussi dans les données économiques et dans d'autres secteurs d'activité. Alors, souvent, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que c'est que le big data? À partir de quand on va dire qu'on a du big data? Alors, c'est une question très relative. Et certains, dès lors qu'ils ne peuvent pas gérer leurs données avec l'outil du moment qu'ils ont, ils considèrent qu'ils sont face à un big data et qu'il faut passer à une technologie supérieure. Alors pour les chercheurs, le big data, c'est quelque chose qui se situe dans une zone beaucoup plus grande. Là, c'est à peu près la zone du kilobit et du mégabit, kilo-octet, mégaoctet, qui sont les fichiers classiques que vous pouvez avoir sur votre PC ou différentes bases de données. Après, vous avez les grands systèmes de gestion de bases de données qui sont capables de gérer aujourd'hui plusieurs gigabytes et plusieurs terabytes. Et ensuite, vous avez donc la zone réelle où se posent des problèmes aujourd'hui, où vont se poser des problèmes, c'est-à-dire la zone où on a des dizaines, des centaines de pétabytes et des hexabytes et des zettabytes, c'est-à-dire des zones où on acquiert des données à une dimension astronomique et où la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui et surtout l'algorithmique de traitement de ces données n'est pas encore au point. Elle est à revisiter, elle est à construire. Alors, ce n'est pas un problème nouveau depuis très longtemps, depuis déjà, je dirais, le milieu des années 80, on s'intéressait aux grandes bases de données. Dans ma communauté, il existe une conférence qui s'appelle Very Large Databases et qui est très très connue, qui est une des références de notre communauté et qui s'intéresse à cet aspect massif depuis donc les années 80. Depuis, pas mal de conférences sont nées dans ce domaine-là avec des acronymes divers et variés. C'est pour vous montrer à quel point le sujet était déjà chaud il y a une bonne quinzaine, une vingtaine d'années, et pas seulement aujourd'hui au niveau de la recherche. La différence peut-être, c'est que par rapport à il y a 20 ans, 25 ans, aujourd'hui, les masses de données sont là, c'est-à-dire elles sont produites à une vitesse incroyable et en quantité extraordinaire. Et donc l'algorithmique qu'on envisageait à cette époque-là, on se rend compte très vite qu'elle est déjà dépassée par la production des données. Alors les grandes questions du big data, pourquoi tout le monde s'intéresse à ça? Il y a, de mon point de vue, trois grandes questions fondamentales.
La première, c'est est-ce que la science est dans les données? Donc tout à l'heure, vous avez cité donc les big data comme le quatrième pilier de la science. Alors pourquoi on dit le quatrième pilier de la science? Parce qu'on considère que le premier pilier, c'est la théorie, ensuite l'expérimentation, la simulation, et puis le traitement des données. Ce n'est aucun des trois. C'est un quatrième à partir duquel on peut faire émerger une nouvelle connaissance. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le quatrième pilier de la science. Donc, est-ce que la science est dans les données? En fait, la valeur des données, elle réside dans ce qu'on extrait. Ce n'est pas les données de base, ce n'est pas les données primitives, mais surtout les indicateurs, les lois et les patterns qu'on peut extraire à partir de ces données. Et puis, ce qui est important également, c'est le sens qu'on donne à ces données ou qu'on donne à ces connaissances qui sont extraites. Et ça, c'est donc la sémantique des données. Elle réside souvent dans ces relations qui existent entre les données. Les données, si on considère qu'elles sont toutes indépendantes, on a du mal à extraire du sens. Et puis, les données sont elles peuvent être une source de plus-value à la fois dans le domaine scientifique, mais aussi dans le domaine économique. Un autre point important qui se pose actuellement, c'est est-ce que les masses de données nous parlent de notre société? C'est-à-dire, quand on analyse les données, est-ce qu'on se contente de retrouver ce qu'on sait déjà? Tout simplement, on va établir des lois, mais en fait, on les connaît déjà par d'autres méthodes. Ou est-ce qu'on apprend quelque chose que nous sachions déjà, quelque chose de nouveau? Est-ce que ces données vont dire quelque chose de nous aux générations futures? C'est-à-dire, ces données vont être archivées, elles vont être gardées, préservées, pendant peut-être des siècles, des millénaires peut-être, si on est capable, si on résiste jusque-là et si on est capable de les traiter, de les archiver. Mais est-ce qu'elles vont dire quelque chose à ces générations futures? Comment vont-ils les analyser? Qu'est-ce qu'on doit leur donner? Qu'est-ce qu'on doit préparer pour que cette analyse soit possible? Est-ce que les données ont une objectivité en elles-mêmes? C'est-à-dire, est-ce que finalement, nous ne créons pas des biais par les traitements que nous faisons nous-mêmes, que nous produisons? Et parce qu'on veut aboutir à une certaine conclusion, on fait le traitement qu'il faut pour aboutir à cette conclusion à partir des mêmes données. L'autre point important, c'est au niveau économique. Est-ce que les masses de données génèrent une valeur économique? Aujourd'hui, vous voyez dans la presse qu'il y a une grande effervescence autour de tout ça. Ce n'est pas encore prouvé complètement, même si beaucoup d'acteurs économiques se positionnent sur ce domaine-là, mais ce n'est pas encore prouvé. On ne sait pas quels sont les secteurs économiques où le big data pourrait donc apporter de la valeur. Quel est le retour sur investissement? Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'investir dans ce domaine-là? Et quel rôle vont jouer les données? Quel statut vont avoir ces données? Est-ce que ces données, on va les considérer comme de la matière première? Est-ce qu'on va les considérer comme des produits finis? Est-ce qu'on va les considérer comme des monnaies échangeables, comme des objets publics, comme des objets privés? Il y a un tas de problèmes qui se posent, qui ne sont pas d'ordre informatique ou mathématique, mais qui sont d'ordre sociétal. Alors, les trois piliers du big data, c'est principalement ceux-là, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le big data ou le data science, la science des données. En fait, le premier pilier fondamental, c'est les données. C'est avoir les données, avoir des producteurs de données, avoir des gens qui savent interpréter, qui savent annoter et qui exploitent ces données. Donc, par exemple, au CNRS, on a l'INSB qui vous est très proche, on a l'IN2P3, l'INSU, tous ces instituts qui sont des grands producteurs de données. Et c'est eux qui ont des vrais problèmes de big data. L'autre pilier important, c'est l'infrastructure de calcul. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du big data avec des petits calculateurs, nos PC ou même les serveurs qu'on a dans nos laboratoires. Il faut des instruments de calcul très sophistiqués, avec une grande puissance qui permettent de faire du parallélisme, de faire du multicœur, de faire de la répartition, de la distribution. Et sans ces instruments-là,
au niveau du big data, on n'aura fait qu'un petit delta par rapport à ce que permet de faire Oracle aujourd'hui. Et puis, au-dessus de ces deux piliers, il y a des scientifiques qui s'intéressent. Et ces scientifiques-là, le message que je veux faire passer, c'est que ce n'est pas seulement des informaticiens. C'est aussi des mathématiciens, c'est aussi des traiteurs du signal, c'est aussi des biologistes. C'est en fait toute la communauté scientifique qui peut participer collectivement à la création de la valeur au niveau du big data. Alors, la complexité des big data, vous avez dû sûrement voir ces VVV dans la littérature. Donc, on parle de volumétrie. J'ai évoqué tout à l'heure les types de volumes auxquels on s'intéresse. C'est un défi pour les architectures de stockage. Dès lors qu'on dépasse le pétabyte, aujourd'hui, il faut faire des écritures sur disque en parallèle. C'est un enjeu et un défi scientifique. Ensuite, vous avez donc la variété des données, l'hétérogénéité des données, ne serait-ce qu'en prenant des images, des données structurées, des données textuelles, des données audio, toutes sortes de données. Donc l'hétérogénéité de ces données est un défi en elle-même. La vélocité, tout à l'heure il y a eu un exposé où on parlait de capteurs dans la maison, où on collectait un tas d'informations. Ces données sont produites à une vitesse considérable aujourd'hui par un tas de capteurs qui nous envoient de l'information. Et il faut des nouveaux modèles de calcul sur des flux de données qu'on n'est pas capable de stocker. On ne peut pas, les flux passent, il faut les analyser en temps réel et extraire de la connaissance à partir de ces flux de données temps réel. Et aujourd'hui, on n'a pas les bons modèles pour extraire les bonnes connaissances de ces flux de données. Et puis, l'autre aspect important que j'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est la validité, la véracité de ces données. C'est quelle qualité elles ont. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut travailler que sur des données de qualité maximale, mais c'est important de connaître la qualité des données pour savoir quels sont les biais qu'on peut tirer dans les traitements qu'on fait, sachant que la qualité est de tel ou tel niveau en entrée. Alors, les grands challenges scientifiques du big data, maintenant on va un peu plus au niveau du métier. D'abord, c'est le stockage. Le stockage dans une infrastructure qu'on appelle cloud ou autre chose, qui donc masque la complexité technologique aux utilisateurs de ces données. Donc il faut que cette infrastructure de stockage permette un accès performant, donc un accès rapide. Il faut que l'accès soit de n'importe où, avec n'importe quel équipement. Et il faut aussi qu'elle assure la sécurité des données, la confidentialité des données, qu'on puisse protéger certaines données sensibles éventuellement. L'autre point important, l'autre défi, c'est la complexité du calcul. C'est-à-dire que les outils, les algorithmes qu'on a actuellement, les algorithmes d'indexation de données, les algorithmes de requêtage des bases de données, les algorithmes d'apprentissage sont des algorithmes qui sont encore très pauvres par rapport à la capacité qu'on attend d'eux avec ces volumes d'informations. On a des requêtes multidimensionnelles sur des grands ensembles de données. On a un projet, par exemple, à l'IN2P3, où on interroge donc des données cosmologiques, où on a 500 000 variables. Donc, ce sont des requêtes très, très complexes à formuler et à exécuter. Donc il y a les problèmes de sémantique de données, les problèmes d'extraction et d'interprétation, des problèmes de consommation d'énergie, qui est quelque chose qui est très important aujourd'hui, qui s'est imposé dans les 10 dernières années. Par exemple, pour vous donner une petite idée, donc on a au centre de calcul de l'IN2P3 120 kW par an et par téraoctet de consommation. Donc, et il y en a des téraoctets à l'IN2P3. Et on a un centre de calcul qui est l'IDRIS, qui est un instrument de calcul commun au CNRS, CEA et INRIA. On a une facture d'électricité d'1 million d'euros par an. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la recherche?
Eh bien, ça veut dire que les algorithmes de traitement des données doivent désormais tenir compte non seulement du problème du stockage, non seulement du problème de temps de réponse, mais également du problème de la consommation électrique. Donc éviter de transférer, par exemple, des données sur un réseau, limiter le transfert des données. Ensuite, donc l'impact sociétal, le problème donc de la vie privée. Plus vous amassez des données sur des gens, plus vous pouvez tirer un certain nombre de connaissances sur eux. Le problème de droit à l'oubli dans les réseaux sociaux, sur Internet par exemple. Et puis un problème fondamental, à qui appartiennent les données? Quand vous faites un scanner, une radio, est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce qu'elle appartient à la clinique? Est-ce qu'elle appartient à la Sécu? À qui appartient cette radio et qui a le droit de l'exploiter? Alors, les caractéristiques du domaine, donc c'est un domaine très vaste qui est en interaction permanente avec les différentes disciplines. Ce n'est pas qu'un problème d'informaticien, ce n'est pas qu'un problème d'informatique, c'est un problème de mathématiques, de physique, de consommation électrique, comme je l'ai dit. C'est un problème interdisciplinaire. C'est un domaine qui se repositionne périodiquement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on trouve des algorithmes d'apprentissage, des algorithmes d'indexation qui traitent assez bien les 500 téraoctets que j'ai, le lendemain, j'ai 1000 fois 500 téraoctets, mes algorithmes ne passent plus à l'échelle. Donc c'est une science qui se repositionne en permanence, d'une part par rapport au volume et d'autre part par rapport à la complexité, à l'hétérogénéité des données. Donc il faut revisiter en permanence les solutions et intégrer de nouveaux besoins aussi des utilisateurs qui évoluent très rapidement. Alors aujourd'hui, c'est une recherche dominée ou presque dominée par des labos industriels. C'est-à-dire la vraie force de frappe, elle est chez ces gens-là. Les universitaires, soit ils marchent un petit peu derrière, soit ils composent et travaillent avec ces grands groupes et les alimentent souvent aussi. Les alimentent parce que Google recrute chez nous en France des spécialistes de traitement des données et des spécialistes de l'apprentissage. Alors, quelques initiatives en big data. Il y a un très grand nombre d'initiatives. Il faut au moins 5 ou 6 pages pour les évoquer. Donc, aux États-Unis, vous avez dû entendre parler de l'initiative de Barack Obama. Donc, il y a une initiative mise en place par la NSF, la NIH. Donc, il y a une entreprise, c'est un exemple que je donne, juste pour vous donner la force de frappe. Ça, c'est un fonds d'investissement en Californie qui met 60 millions d'euros de soutien à la création de start-up en big data. Si on avait ça pour toutes les infrastructures et la recherche en France, on serait heureux. Donc, en Angleterre, en Grande-Bretagne surtout, on a également plusieurs programmes de l'ordre de 70 à 80 millions d'euros par an, incluant à la fois l'infrastructure et la recherche. En France, il y a les PIA, donc les programmes d'investissement d'avenir, où il y a eu donc un appel à projet sur le cloud computing et le big data du ministère de l'Industrie. C'était 25 millions d'euros, mais principalement dédiés à l'infrastructure, pas tellement à la recherche. Et à la recherche, au niveau de l'initiative du CNRS, qui est très modeste, mais qui est assez exemplaire, c'est à peu près 1 million d'euros par an pendant 5 ans pour justement en fait créer une communauté interdisciplinaire, tisser des relations entre les chercheurs et bâtir une communauté sur laquelle peut-être par la suite on peut miser pour faire des programmes plus ambitieux. Alors donc l'objectif du défi, donc ce défi donc du CNRS dont je vous ai parlé, qui est modeste, mais qui à l'échelle donc de la communauté est assez important. Ça a été assez vivifiant de permettre aux gens de différentes disciplines de travailler ensemble. Quel est l'objectif? En fait, l'objectif, c'est de produire des concepts et des solutions qui n'auraient pu être obtenus sans coopération entre les différentes disciplines. C'est-à-dire ce que savent faire les informaticiens tout seuls, on n'a pas besoin de le prendre en charge dans ce défi.
ce que savent faire les physiciens tout seuls, on n'a pas besoin de le prendre en charge. C'est les problèmes qui nécessitent la coopération entre différentes disciplines qui nous intéressent. Donc l'idée, c'est de favoriser l'émergence d'une communauté scientifique interdisciplinaire autour de ce qu'on appelle maintenant la science de données et de produire des solutions originales, surtout sur le périmètre des données scientifiques. C'est un enjeu pour le CNRS, d'une manière ou d'une autre. Il ne doit pas être condamné à confier ses données à Google. Donc il faut à un moment ou à un autre mettre les moyens qu'il faut pour gérer au moins les données scientifiques produites par la communauté. Alors le focus de l'appel, c'est un appel qui a été lancé en 2012, que je coordonne. Donc c'est un focus assez technique sur le stockage, la gestion des données dans le cloud, la sécurité, la confidentialité, sur le calcul intensif sur des grands volumes de données, la recherche, l'exploration et la visualisation de grandes masses de données. La visualisation est un élément très important parce que souvent on ne sait pas ce qu'on cherche. Et souvent, on ne sait pas analyser les données qu'on a. Donc on se contente de trouver des métaphores, des moyens de visualisation, dans l'espoir que l'humain qui regarde cette visualisation puisse tirer une connaissance utile. Il y a les problèmes de qualité des données, de confidentialité, de sécurité, les problèmes de propriété, de droit d'usage. En fait, on n'a quasiment pas de gens ici. Les SHS ne se sont pas très bien mobilisés sur ce point-là. Par contre, on a une communauté assez active sur la préservation des données. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La préservation des données à long terme, c'est vraiment un enjeu. Je ne sais pas si vous avez peut-être des petits films anciens quand vous étiez jeune. Vous ne pouvez plus les visualiser aujourd'hui. Il faudrait les convertir. Donc c'est pareil, ça veut dire que les données que nous avons, il faut d'une manière ou d'une autre les convertir, les transformer en permanence et créer des niches industrielles qui permettent de continuer à lire les informations de plusieurs siècles en avant dans le futur, quoi. Donc on a des gros problèmes et des enjeux très importants dans la préservation des données à long terme. Alors bon, très brièvement, je vous donne les critères de sélection. C'est juste pour vous dire qu'au niveau du CNRS, on ne voulait pas concurrencer l'ANR, on n'a pas les moyens de toute façon, mais on voulait faire quelque chose d'original. C'est-à-dire ce qu'on demande aux porteurs de projets, c'est d'être interdisciplinaire, d'être de consortium interdisciplinaire, d'avoir une vision scientifique, c'est-à-dire avoir une vision à 5 ans, à 10 ans et même plus loin. Et 3, de prendre des risques sur des solutions qui peuvent paraître aujourd'hui farfelues, entre guillemets, mais savoir prendre des risques. Et 3, juste nous montrer qu'ils sont bien équipés pour prendre ces risques et pour aller de l'avant. Donc on leur donne l'argent, on ne leur demande pas des justifications, on ne leur demande pas de faire des rapports techniques, des rapports financiers. On les laisse libres de faire le travail scientifique qu'ils ont envie de faire. Donc pourvu qu'ils fassent de l'interdisciplinarité, qu'ils fassent des solutions originales. Ce qui nous intéresse, c'est pérenniser la coopération entre plusieurs communautés scientifiques pour les faire travailler ensemble. Ce n'est pas facile de faire travailler des philosophes, des littéraires avec des informaticiens ou des mathématiciens. Donc ça pose pas mal de problèmes de langage, de mode simplement. Je travaille avec des gens de SHS. On se parle, on se dit tiens, on devrait monter ça. Oui, c'est très intéressant. On n'a pas la même réactivité. Les gens de SHS, ils ont un cycle très lent. Un an après, mon collègue revient, il me dit je commence à penser à ton projet, mais c'est un peu, pour moi, c'était un petit peu trop tard. Mais ça, c'est un apprentissage. Donc il faut vraiment acquérir les réflexes, faire des publications communes, co-encadrer des thèses, faire des plateformes de tests communs et monter des projets ensemble. Donc c'est ça nos métriques, c'est-à-dire nos indicateurs de succès aujourd'hui, avec les 5 millions d'euros que le CNRS a mis. Ce n'est pas de découvrir et de résoudre les problèmes des big data, mais de créer un terreau, de créer une communauté qui est bien armée pour pouvoir justement
aborder des défis ambitieux scientifiques. Alors les chiffres clés, donc c'est un défi qu'on a lancé en 2012 avec un second appel en 2013. Donc c'est des projets de 3 à 5 ans avec donc à peu près, on est monté jusqu'à 1 million d'euros par an. On a eu 57 soumissions et on a retenu 20. Ce qui est très important, c'est qu'on a plus d'une centaine d'UMR impliqués, de laboratoires qui sont impliqués, qui couvrent les 10 instituts du CNRS. Donc c'est vraiment très, très interdisciplinaire. Il y a à peu près aujourd'hui 300 chercheurs permanents impliqués dans ce défi. Et donc, bien sûr, ce n'est pas limité au CNRS, il y a énormément de partenaires extérieurs, des gens qui portent des projets qui ne sont même pas donc au CNRS, l'INRIA, l'INRA, l'IRSTEA, l'INSERM, etc. Donc, bien entendu, les universités. Ça y est, je vais finir. Donc, aujourd'hui, les projets qu'on a, c'est des projets qui tournent autour de la cosmologie, de l'astrophysique, des projets sur les sciences de la Terre et de l'univers, modélisation des formations de la croûte terrestre, des projets de simulation dans l'environnement, le climat, des projets en biologie, en génomie, séquençage, phénotypage, et puis des projets en réseaux sociaux. Disons, il y a 3 grands projets phares, donc en cosmologie, en réseaux sociaux et en séquençage au haut débit et phénotypage. Et puis quelques projets ciblés, mais très intéressants. Il y a un nouveau projet qui vient d'être lancé cette année qui peut vous intéresser. C'est un projet sur le crowdsourcing qui s'appelle Crowd Health et qui, dont l'objectif, c'est de collecter des données à travers des communautés pour pouvoir analyser les corrélations entre la démographie, la nutrition et la santé. En fait, on utilise le réseau Nutrinet plus les réseaux Twitter pour essayer de collecter le maximum d'informations pour mieux comprendre la relation entre la nutrition et la santé. Bon, alors la suite, on continue à financer ce projet, j'espère encore pendant au moins 2 ans. Et on a déjà un petit peu réfléchi à la suite. On a créé un GDR, un groupement de recherche au CNRS. C'est un dispositif d'animation de la communauté. Donc vous pouvez y participer, c'est ouvert à tout le monde. Il est juste en train d'être mis en place. Il va être créé à partir du 1er janvier, mais les groupes de travail se constituent maintenant. Donc voilà, c'est ça, disons un petit peu la structuration de la communauté, ce qui ne veut pas dire qu'on a les moyens de faire la vraie recherche sur les big data. Voilà, donc en fait, pour faire vraiment une vraie recherche, à partir du moment où on a un vivier, on a un terreau, on a des compétences, ce qui est important aujourd'hui de mettre en place, c'est des infrastructures, donc grouper les gens autour des centres de production de données, leur donner des soutiens forts en ingénierie. On ne peut pas faire du big data avec des démonstrations de théorèmes, un crayon et un papier. Il faut des ingénieurs, des infrastructures, des plateformes. Et il faut une véritable interdisciplinarité, puisqu'on s'est rendu compte que chaque discipline ne pouvait rien faire toute seule. Et puis un code clair d'accès aux données. Un des enjeux, un des verrous aujourd'hui aussi, c'est que les gens veulent bien qu'on travaille sur le big data, parce qu'ils ont des problèmes de big data, mais ils ne veulent pas mettre à disposition leur data. Donc ça pose un problème, mais peut-être aussi parce que les règles de mise à disposition ne sont pas clairement codifiées. Je vous remercie. Merci beaucoup.